la ville, de lien avec le logement social, mais également la prise en compte aujourd'hui, en plus au XXIe siècle, de tous les défis énergétiques et climatiques. Le ministre délégué au logement, Olivier Klein, qui était avant président de l'ANRU, a annoncé en début d'année, en septembre, que l'ANRU allait être encore plus résilient qu'il ne l'est, voilà, et devenir presque modèle pour infuser dans le reste des villes. C'est un enjeu qui pour nous est très important parce que la rénovation permet également de faire évoluer le neuf et les problématiques autour du neuf, mais c'est aussi travailler autour du patrimoine, qu'il soit médiéval, mais là, en l'occurrence, plutôt du XXe siècle. Et donc, un patrimoine qu'on a souvent déconsidéré et qui pourtant est un support exemplaire pour la transition écologique. Alors, on a deux collectivités. Je vais laisser Monsieur Loher et Monsieur Klein tout à l'heure présenter un peu leur commune et les enjeux spécifiques de leur quartier. Je pense que peut-être le mieux, c'est que je laisse la parole à Anne-Claire en premier, peut-être pour introduire avec moi. On avait envie de parler finalement du rôle à trois entre l'ANRU, les collectivités et également la présence des urbanistes et des architectes au sein de ces projets-là pour montrer le dynamisme nécessaire et le dialogue qu'il y a pour renouveler en fait un lieu qui est habité. Et c'est ça qui est peut-être le plus important, c'est un lieu qui est plein de ses occupants et donc qui n'est pas facile parce qu'il faut emmener la population à comprendre l'enjeu de cette rénovation, mais également aujourd'hui à comprendre aussi l'enjeu d'une rénovation écologique, ce qui peut parfois être compliqué. Donc écoute Anne-Claire, je suis ravie, vraiment merci beaucoup d'être avec nous, Madame la directrice générale. C'est un poste très dur. Moi, je pense, voilà, beaucoup d'admiration pour ce qui est fait à l'ANRU et pour ce travail auprès des collectivités. Je te laisse la parole. Merci beaucoup, Madame la directrice, Monsieur le maire de Nancy, Monsieur le maire de Lorient. Je suis très heureuse effectivement d'être avec vous aujourd'hui pour ce débat sur l'architecture et la façon et le lien entre l'architecture, l'urbanisme, les projets urbains et la façon dont nous pouvons ensemble réparer la ville pour accélérer et réussir la transition écologique. C'est un défi qui est à l'ANRU, qui est notre défi au quotidien. Et je suis très heureuse de pouvoir en parler aujourd'hui avec deux maires très actifs sur le renouvellement urbain à qui je vais laisser très rapidement la parole. C'est aussi assez symbolique. Hier a été remis le prix de l'équerre d'argent et je pense que vous avez tous vu que l'équerre d'argent a été attribué à un projet qui a été financé par le PNRU. Ce qui est assez symbolique de se retrouver aujourd'hui avec vous à débattre avec des architectes, avec des maires, de cette question de la façon dont nous travaillons ensemble au lendemain de la reconnaissance d'un projet financé par l'ANRU dans la ville de Grasse et sur de l'habitat privé dégradé à Grasse. L'ANRU, effectivement, son rôle, c'est de réparer la ville, de financer et d'accompagner les maires qui souhaitent agir dans les quartiers pour réparer la ville et reconstruire la ville sur la ville, avec cet objectif double qui est au cœur du NPNRU depuis son origine, la transition écologique et la mixité sociale. Et c'est bien ces deux objectifs que nous poursuivons collectivement lorsque nous dialoguons avec les maires et les présidents d'intercommunalités qui nous présentent leurs projets et lorsque nous dialoguons avec l'ensemble de l'équipe projet locale qui inclut bien évidemment des architectes et des urbanistes qui sont indispensables pour penser la ville de demain et accompagner les maires et les habitants qui pensent collectivement la ville de demain. Dans nos grands objectifs sur les 450 quartiers sur lesquels nous intervenons, bien évidemment, il y a cet enjeu de la mixité sociale, de la diversification. Il nous faut d'abord réparer la ville, résoudre des dysfonctionnements urbains. C'est un point très important et je pense que les deux exemples qui vont vous être présentés sont symboliques à cet égard, mais aussi apporter de nouveaux services, améliorer la vie quotidienne dans ces quartiers et contribuer à refaire de la couture urbaine entre ces quartiers et le reste de la ville, parce que l'objectif, c'est qu'à terme, on arrive à aller contre cette ségrégation sociale et territoriale qui a malheureusement été la conséquence de choix urbains et de choix qui ont été faits souvent à la fin des années après la Seconde Guerre mondiale. Et aujourd'hui, notre objectif collectif, c'est d'arriver à lutter contre cette ségrégation sociale et territoriale. Et pour ça,
On a besoin d'un collectif, et ce collectif, c'est bien sûr les maires présidents d'intercommunalités qui portent ces projets, c'est indispensable. Les habitants, vous l'avez dit, parce que nous intervenons sur des lieux habités. Nous réparons la ville, nous intervenons sur des lieux habités et il faut travailler avec les habitants pour savoir comment ils vivent dans leur quartier, bénéficier de ce qu'on appelle leur expertise d'usage pour pouvoir mieux travailler le projet du quartier de demain et les besoins en matière d'habitat de demain. On en parlait sur, par exemple, le vieillissement de la population, mais on peut parler de plein d'autres sujets. Et puis, bien sûr, les bailleurs sociaux, les architectes, les urbanistes qui vont nous aider à penser le futur de ces quartiers et leur reconnexion à la ville, en prenant en compte, bien sûr, l'histoire des quartiers, l'histoire des bâtiments particulières. Certains bâtiments, certains plans urbains ont été pensés selon des objectifs qu'il nous faut bien évidemment avoir en tête lorsque nous travaillons collectivement sur le futur de la ville en ayant toujours à cœur de pouvoir préserver ce qui peut être préservé, mais aussi transformer ce qui doit être transformé dans cet objectif de transition écologique qui nous anime tous. Dernier point sur la question de quartier résilient, l'ANRU, je vous l'ai dit, depuis l'origine, a dans son cœur d'intervention la question de la transition écologique. Et nous finançons aujourd'hui déjà quasiment 70% des rénovations qui sont en BBC Rénovation, donc avec un critère, une labellisation qui est extrêmement forte. Nous travaillons effectivement avec les maires à reconstruire la ville sur la ville, ce qui est quand même l'exemple même de ce qu'on doit faire avec le ZAN demain, c'est-à-dire d'essayer d'éviter l'extension urbaine, mais plutôt de reconstruire la ville sur la ville. C'est tout le cœur de l'ANRU, et l'ANRU était un peu précurseur sur ces sujets-là avec les maires, de reconstruire la ville sur la ville. Mais nous souhaitons aller plus loin, et c'est tout le sens de la démarche de quartier résilient, c'est de se dire collectivement comment nous pouvons toujours avoir un temps d'avance dans les quartiers en renouvellement urbain, et se dire comment on pense la ville durable de demain. Beaucoup d'exemples existent, et vous aurez la chance d'avoir des projets qui sont présentés aujourd'hui qui sont déjà aux avant-postes de ces enjeux de résilience, mais comment, ensemble, nous nous posons la question de savoir si les quartiers que nous sommes en train de construire, les projets que nous sommes en train de conduire, répondent bien aux exigences de la crise climatique, énergétique, des enjeux sociaux et économiques qui sont les nôtres aujourd'hui, et notamment en termes de lutte contre les îlots de chaleur. Nous savons que c'est dans les quartiers politiques de la ville où la canicule a été la plus durement ressentie par les habitants parce que les îlots de chaleur sont beaucoup plus là, l'artificialisation des sols est beaucoup plus là. Il nous faut vraiment lutter contre les îlots de chaleur. Il nous faut penser collectivement la façon dont nous pouvons changer aussi les modes de production d'énergie dans les quartiers. Beaucoup de logements sociaux sont alimentés avec des énergies fossiles, le gaz, le fioul encore parfois malheureusement. Il nous faut travailler collectivement sur la façon dont nous allons changer les modes d'alimentation en énergie de ces bâtiments. Il y a des projets là encore très ambitieux qui sont portés et je laisserai les exemples concrets venir, je ne vais pas en parler à la place des maires. C'est aussi la question de la gestion des eaux pluviales, c'est la question de l'économie circulaire, le réemploi, comment nous faisons pour quand on démolit des bâtiments, parce que parfois il faut démolir des bâtiments et il faut assumer de démolir des bâtiments, mais en fait on ne les démolit plus, on les déconstruit, on récupère les matériaux et on les réemploie dans d'autres bâtiments en reconstruction, et c'est tout le travail que nous faisons avec des maires. Et je voulais dire, le renouvellement urbain, c'est un formidable terrain d'expérimentation. Beaucoup d'innovations ont été testées dans les quartiers en renouvellement urbain, que ce soit l'énergie Sprong, que ce soit la thalassothermie aussi, où nous travaillons avec Port-de-Bouc par exemple, ou beaucoup d'autres projets qui ont été expérimentés dans des villes et ils vont vous les présenter. Et il faut que nous continuions à être aux avant-postes avec l'ensemble des parties prenantes de cette innovation pour construire les quartiers de demain et que ce soit des quartiers résilients et surtout agréables à vivre pour les habitants. Voilà, je ne serai pas plus long sur les ambitions de l'ANRU. Passons aux exemples concrets et surtout aux échanges parce que c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Oui, je vais laisser la parole. Alors, je ne sais pas lequel d'entre vous a envie de... Ben voilà, Monsieur Loher, maire de Lorient, on vous laisse la parole. Une grande ville de Bretagne, 57 000 et quelques habitants, je crois. Ville de la reconstruction, mais pas que. Et donc, c'est l'exemple du quartier du Bois du Château dont vous vouliez nous parler aujourd'hui plus précisément. Oui, bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis très heureux de pouvoir parler de cette ville un peu singulière parce que nous sommes au bord de l'Atlantique, un cadre de vie assez exceptionnel. Nous sommes bordés par ce qu'on appelle le Scorff, qui est une des rivières qui alimente en eau tout le sud Bretagne et qui se jette dans la rade de l'Atlantique immédiatement. Donc Lorient, c'est un positionnement géographique exceptionnel, c'est un potentiel économique important, mais c'est aussi une ville qui a subi les affres de la Seconde Guerre mondiale, puisque, comme vous l'avez souligné, 90% de la ville a été détruite par les bombardements alliés. Nous allons d'ailleurs commémorer le 80e anniversaire des bombardements de la ville en janvier prochain.
Et c'est vrai que cette ville de la reconstruction, l'urgence a d'abord été de donner un habitat et de la vie de nouveau à ceux qui sont revenus vivre dans la ville qu'on appelait la ville aux 5 ports, qui est aujourd'hui la ville aux 6 ports. Un habitat pas toujours conçu avec beaucoup de qualité. Aujourd'hui, beaucoup de passoires thermiques, beaucoup d'appartements qui nécessitent des rénovations lourdes. Et puis ces quartiers d'habitat populaire qui ont poussé à la fin des années 60, 2 quartiers qui ont fait l'objet d'ailleurs de rénovations importantes. Le premier Carvé-d'Anec, déjà financé par l'ANRU il y a 15 ans. Et puis ce quartier du Bois du Château, sur lequel nous allons commencer à agir, puisque je le disais à Madame la Directrice Générale, les premières grues ont apparu il y a quelques jours sur la partie ouest du quartier. C'est bien effectivement réparer la ville, c'est faire de la couture urbaine de précision. Nous sommes dans un des quartiers les plus pauvres de France. Dans les 200 quartiers qui bénéficient de l'intervention de l'ANRU, nous sommes malheureusement le 4e quartier le plus pauvre. Un peu moins de 12 000 € de revenus médians annuels. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça incarne et ça représente. Donc malgré, encore une fois, le fait d'être un environnement géographique exceptionnel, nous avons aussi ce type de quartier dans une ville et un territoire comme Lorient. Et donc, au-delà de l'intervention sur le quartier, c'est un projet urbain global parce que, évidemment, l'ANRU, par ses mécanismes, nous oblige à concevoir le relogement d'une partie de la population du quartier. Et donc, au-delà, encore une fois, de la rénovation engagée sur le Bois du Château, c'est bien l'ensemble de la politique urbaine de la ville qui est repensée à l'échelle d'une densification que nous assumons. Lorient est une ville petite en kilomètres carrés, moins de 17 kilomètres carrés. Je ne sais pas combien fait Nancy, le maire le dira tout à l'heure. Mais donc, nous n'avons pas d'autre choix que de reconstruire la ville sur la ville. Et en même temps, nous sommes sur les bords du Scorff, à 2 encablures, encore une fois, de la rade. Nous avons un parc attenant au quartier qui est assez exceptionnel. Et toute la philosophie du quartier, de la rénovation urbaine, c'est de faire rentrer ce parc, c'est de faire rentrer cet environnement naturel dans le quartier, de reconstruire ce quartier dans son environnement paysager assez magique, encore une fois sur les bords du Scorff. Et donc, nous avons cette intervention sur le quartier qui est importante, mais c'est encore une fois l'ensemble de la politique d'urbanisme de Lorient qui est repensée à l'aune de ce projet en rue. Combien est-ce qu'il y a d'habitants dans ce quartier-là? La ville de Lorient, c'est 57 000 habitants, vous le voyez sur l'écran, c'est 2500 habitants. Nous avons encore une fois 2 quartiers en rénovation urbaine sur la ville. Évidemment, des difficultés économiques et sociales que vous imaginez, c'est-à-dire un taux de chômage de 35 à 40% pour les jeunes. Nous sommes à moins de 10 minutes du centre-ville, mais les mêmes phénomènes de ségrégation sociale que nous pouvons connaître dans des environnements peut-être urbains plus importants. Je pense à l'Île-de-France, je connais quelques quartiers importants sur l'Île-de-France. Et donc, oui, on peut parler de formes de ségrégation, de ghettoisation même. Et donc, l'esprit de cette rénovation urbaine, je suis élu depuis juillet 2020. Il y avait un premier projet préexistant à cette rénovation urbaine. J'ai souhaité que l'on aille au bout de la rénovation et qu'on en aille au bout de ce projet de reconstruction, en allant par exemple sur la déconstruction des 5 tours qui, au nord du quartier, concentrent l'essentiel de notre habitat, c'est-à-dire 450 logements. Nous allons déconstruire 3 des tours en reconstruisant de l'habitat social sur le quartier, parce qu'on souhaite garder évidemment le caractère populaire à ce quartier, et en requalifiant lourdement les 2 tours restants pour changer complètement la physionomie de ces tours, faire en sorte que, et nous avions une réunion avec les habitants la semaine dernière, nos habitants soient à nouveau fiers d'habiter ce quartier, parce que comme tous les quartiers d'habitat social qui vivent mal cette forme de ségrégation sociale, on a honte de dire qu'on habite le quartier du Bois du Château aujourd'hui. J'avais même des habitants de 2 copropriétés qui nous disaient mais on aimerait changer le nom des rues, parce que nous quand on vient au centre-ville de Lorient, qu'on dit qu'on habite rue du Bois du Château par exemple, on n'en est pas très fiers. On leur a dit mais vous verrez, avec la rénovation que nous allons lancer dans quelques jours, à l'issue de cette rénovation, dans 10 ans, vous serez fiers d'habiter le Bois du Château. Au contraire, on ne va pas changer le nom des rues. On va effectivement améliorer votre environnement urbain, on va le restructurer assez lourdement. On va faire en sorte que vous soyez fiers d'habiter de nouveau le quartier du Bois du Château, parce que c'est une intervention de fond sur le bâti, c'est une intervention de fond sur
l'environnement naturel et paysager du quartier. C'est une intervention de fond aussi sur la sociologie du quartier. Au-delà du bâti, ce sont des interventions que nous repensons avec la mission locale, avec les organismes consulaires, parce que nous avons un potentiel d'emploi et un potentiel d'activité assez incroyable finalement. Il faut aussi redonner confiance aux gens. On a une population très jeune sur ce quartier qui pense qu'elle n'a pas accès demain aux emplois que le maritime à Lorient propose, par exemple le pôle course au large. Il faut savoir que le vainqueur de la route du Rhum en ultime et le vainqueur de la route du Rhum en IMOCA sont 2 teams présents à Lorient. Ça doit être une fierté pour le territoire. Et demain, ce sont des emplois que nous devons offrir aussi aux jeunes issus de ces quartiers et leur dire cet environnement maritime qui vous est étranger aujourd'hui, parce qu'ils ne vont pas à 15 minutes dans ce quartier, ils ne vont pas sur Lorient-la-Base qui accueille aujourd'hui les teams qui font encore une fois la fierté du territoire sur la route du Rhum. Eh bien demain, c'est là que vous allez construire votre avenir, vous allez y trouver des emplois et vous n'aurez plus honte de dire que vous habitez un quartier comme le Bois du Château quand vous irez vous présenter devant vos futurs employeurs. C'est tout ça que nous devons reconstruire aussi. C'est la fierté d'un quartier rénové, c'est un changement d'image pour les habitants qui y sont aujourd'hui et qui doivent continuer à y construire leur projet de vie, et notamment pour les jeunes générations, de pouvoir tout simplement profiter de toutes les opportunités qu'offre le Lorient de demain. Et ce Lorient, c'est un Lorient maritime, porté vers la haute technologie, la course au large, la construction navale maritime. Nous sommes le site de construction des plus belles frégates qui fournissent l'essentiel de la flotte de surface maritime de la marine française. Bref, on a vraiment de quoi faire rendre la fierté encore une fois à nos habitants et notamment aux jeunes issus de ces quartiers. Peut-être avant de te laisser rebondir, juste un petit mot sur qu'est-ce que vous attendez des architectes dans votre projet et à quel moment vous pensez qu'il faut commencer à intégrer en fait des professionnels dans le processus, parce qu'on a souvent l'habitude de dire, nous architectes, que plus on est en amont, plus on a la possibilité en fait de construire dès le diagnostic la façon dont on voit le projet. On a eu très souvent l'impression qu'on était séparés de tout ce qui était diagnostic et donc d'arriver un peu sur le tard. Et on se rend compte de l'importance d'être là, très présent, en écoute au début, pour pouvoir justement travailler avec cette maîtrise d'usage que sont les habitants, comprendre les enjeux, les objectifs, et également peut-être ressortir les fiertés, parce qu'on parlait tout à l'heure de la honte qu'on peut avoir dans certains quartiers, mais je pense aussi qu'il y a les souvenirs, l'histoire, que quand on est enfant, on n'a pas le même vécu que quand on est parent, qu'on embarque une population qui est diverse. Et peut-être que là, il y a un enjeu, notamment dans ces questions écologiques, où on va devoir travailler aussi peut-être sur les matériaux qu'on va utiliser, où on déconstruit plutôt que démolit, où on commence à avoir des spécificités un peu particulières, où on essaye de sortir la voiture des quartiers, etc., pour redonner effectivement des îlots de fraîcheur. On a embarqué une population. Comment est-ce que vous imaginez aussi la mutation de notre métier pour vous accompagner là-dedans ? La première décision que j'ai prise avec l'équipe municipale dès juillet 2020, dès le démarrage de ce mandat, ça a été de décider de choisir un bureau d'études paysager pour la réalisation d'une étude paysagère sur le quartier, du plan guide qui aujourd'hui fonde le projet de rénovation urbaine. Et donc c'était effectivement ces objectifs très écologiques, encore une fois, ramener le parc dans le quartier. Nous avons une ferme maraîchère qui a été implantée sur le quartier du Bois du Château il y a maintenant 2 ans et demi. C'est aussi les circuits courts reformalisés au bénéfice des habitants du quartier. Non seulement nous remettons du maraîchage, mais c'est aussi la capacité pour les habitants à pouvoir bénéficier de produits de qualité au pied de leurs immeubles. Et donc, moi, ce que je souhaite, c'est un dialogue effectivement réinventé entre la maîtrise d'ouvrage que nous représentons avec le bailleur social et des architectes, en leur disant, et c'est ce que le discours que je leur tiens régulièrement, faites-nous rêver. Faites-nous rêver. Je ne veux pas que cette rénovation soit demain l'occasion simplement de se contenter de refaire de la matière, et je dis souvent des cubes, mais vraiment que... C'est pas qu'une isolation thermique par l'extérieur. Non, exactement. C'est un quartier d'habitat et de vie. Et quand je parle de fierté rendue aux habitants,
ils doivent pouvoir demain dire on est très fiers d'habiter l'un des quartiers les plus attractifs de la ville, qui restera un quartier d'habitat populaire, puisque demain, 45% des logements seront des logements sociaux, contre 90% aujourd'hui. Donc vous voyez que ça reste un quartier d'habitat populaire, mais un quartier, encore une fois, qui sera demain une référence en matière de résilience et d'écologie. Et donc c'est vrai que par la présence géographique de ce quartier au bord du Scorff, par la présence déjà de la ferme maraîchère, par le projet qui consiste à ramener le parc vraiment du Bois du Château dans le quartier, par le choix qui est fait effectivement du réemploi des matériaux. Clairement, nous avons à peu près un tiers des futures constructions qui seront en fait des requalifications et nous avons donné des instructions pour que nous fassions du réemploi des matériaux l'une des priorités de la rénovation de ce quartier. Eh bien, nous soyons au rendez-vous de l'urgence écologique d'aujourd'hui. Et donc, les habitants se projettent aussi sur un quartier qui est le leur et qui doit rester le leur. Anne-Claire. Peut-être juste un mot pour dire... Mais Monsieur le maire vient d'en parler. Ce qui a séduit le comité d'engagement de l'ANRU lorsque Monsieur le maire est venu présenter la clause de revoyure au printemps sur le projet du Bois du Château, c'était ce souhait et ce travail qui avait été fait sur la façon dont on pouvait, sur ce site, profiter de son positionnement extraordinaire au bord de la rade, à toute proximité d'un château et d'un parc extrêmement... important, avec un patrimoine arboré extrêmement significatif, et comment on pouvait redonner à ce quartier, retourner ce quartier pour qu'il puisse bénéficier de l'ensemble de ses atouts et que ce ne soit pas un quartier refermé sur lui-même, et comment à partir de l'existant, c'était vraiment le parti pris qui a été présenté par l'équipe au comité d'engagement, comment on pouvait à partir de l'existant, en repartant de l'existant, que ce soit bâti, arboré, le site d'un point de vue naturel, comment on pouvait refaire un quartier extrêmement qualitatif, redonner effectivement de la diversification de l'habitat avec un peu de densification parce que le foncier est rare à Lorient et donc il faut aussi un peu de densification, mais une densification intelligente dans la diversification et avec le respect de ce patrimoine arboré et la remise en valeur de bâtis qui étaient aussi assez exceptionnels. Et c'est ce qui a vraiment séduit le comité d'engagement, ce qui a permis un abondement par rapport au projet qui était prévu initialement et un accompagnement du maire. Et je voulais le dire parce que c'est important là encore. Chaque projet, j'ai coutume de dire, chaque projet de renouvellement urbain est particulier. Il n'y a pas un quartier en France qui se ressemble, il n'y a pas un projet de renouvellement urbain qui se ressemble. À chaque fois, on fait du cousu humain, à chaque fois, on dialogue avec les maires, avec les architectes, avec les urbanistes pour définir le meilleur projet pour le quartier en fonction de sa localisation, des habitants qui y sont, du bâti existant et du projet d'intégration dans la collectivité. Et c'est bien ça, la marque de fabrique aussi de l'ANRU, ce cousu humain dans l'écoute et dans le dialogue avec les territoires, mais je pense qu'on le verra aussi sur Nancy. Peut-être préciser que, évidemment, c'est un combat qui est exigeant, parce qu'il n'est pas évident d'entraîner l'adhésion de la population quand on leur explique que, évidemment, on fait la priorité demain dans ce quartier aux mobilités douces, par exemple, donc limiter la place de la voiture, organiser les stationnements plutôt en parking souterrain ou structuré en ouvrage, plutôt aller sur la place du piéton, du bus, du vélo. Et quand on nous dit, mais oui, mais nous, on a 2 voitures, comment on fait demain pour stationner nos 2 voitures et peut-être 3 quand on a les enfants qui restent vivre dans le logement. Ça, c'est de la vie quotidienne et ça vient quelquefois contrecarrer l'envie des bâtisseurs, des maîtres d'ouvrage que nous sommes de bâtir la ville de demain, la ville durable, la ville résiliente. Il faut entraîner l'adhésion de la population et ce n'est pas toujours évident. Encore une fois, je sors d'une réunion la semaine dernière où il a fallu convaincre, expliquer. Je ne suis pas sûr d'y être arrivé complètement. Et c'est vraiment quand le projet sera commencé, entamé, que l'effet aussi waouh de ce quartier, j'emploie souvent cette expression, par la qualité paysagère, par la qualité du bâti, entraînera vraiment l'adhésion que, encore une fois, nos concitoyens pourront se projeter et se dire ils avaient raison et on est très content aujourd'hui d'être dans ce quartier. Pour l'instant, c'est un combat. Mais c'est vrai qu'après, il faut penser évolutivité. C'est-à-dire que c'est un nouveau paradigme aussi des bâtiments où on ne fiche plus la manière dont on pense les bâtiments, mais où on pense aussi qu'ils peuvent évoluer. Et effectivement, même sur le stationnement, il y a possibilité de travailler dans ce sens-là et d'imaginer aujourd'hui des usages qu'on a encore, mais qui pourraient évoluer demain d'une autre manière. On pense à l'autopartage, on pense à des choses qui
qui vont dans le sens des partages de mobilité beaucoup plus et qui aujourd'hui sont moins facilement acceptables, mais qui peuvent évoluer avec le temps. Donc je pense que dans la façon aussi d'être résilient, il y a une vraie possibilité de travailler à la manière progressive de voir les choses dans les projets. Et normalement, les architectes travaillent de plus en plus sur ce volet-là. On parle beaucoup d'hybridation, d'évolution du bâti, de mutation. On a encore un collègue qui vient de transformer un parking silo en logement il n'y a pas très longtemps dans le cœur de Paris. C'est faisable. Donc il y a vraiment cette pensée à plusieurs détentes en ayant toujours l'objectif final en visuel. Il y a quelque chose qu'on n'a pas trop dit, mais en fait c'est quand même un temps très long, la rénovation urbaine. Peut-être qu'on pourra en dire un mot après votre exposé, Monsieur Klein, sur le projet et la rénovation urbaine de votre quartier à Nancy. Merci, bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour cet échange. Alors, d'abord, Nancy est une ville encore moins dense que Lorient. Nous avons une quinzaine de kilomètres carrés pour la superficie totale de la ville qui compte 106 000 habitants pour une métropole qui en compte de l'ordre de 265 à 270 000. Donc nous sommes dans les petites grandes villes et le projet ANRU, le projet de rénovation urbaine du plateau de Haye est un projet intercommunal. Donc un des 5 plus gros projets entre guillemets de l'ANRU aujourd'hui, qui a déjà été largement engagé à l'occasion du NPNRU 1, qui maintenant va entrer dans sa phase opérationnelle dans le cadre du NPNRU 2. C'est un projet d'un quartier qui est intercommunal. Le plateau de Haye, c'est Nancy pour la majorité, et aussi 2 communes voisines, Laxou et Maxéville. Le quartier à Nancy s'appelait historiquement le quartier du Haut-du-Lièvre. Il fait partie aussi de ces réalisations d'une équerre d'argent qui s'appelait Bernard Zerfus. Et le Haut-du-Lièvre a longtemps été considéré comme la plus large barre de logement européenne, qui a été construit, c'est un quartier qui a été urbanisé à partir de la toute fin des années 50 jusqu'au tout début des années 70, alors comme beaucoup de grands quartiers populaires français, à une époque où c'était des quartiers qui étaient des quartiers synonymes d'ascenseur social et républicain, qui permettaient de loger un nombre croissant d'habitants, mais qui étaient surtout aussi, lorsque celles et ceux qui y arrivaient y accédaient, le synonyme d'une intégration solide dans la classe moyenne. C'était beaucoup de jeunes actifs, jeunes fonctionnaires, jeunes salariés, jeunes médecins. Puis au fil des années, c'est un quartier qui est devenu un quartier très étudiant, jusque dans les années 90, au début des années 90. Et puis ensuite, à partir du milieu des années 90, les étudiants sont majoritairement partis. C'est un quartier qui s'est beaucoup paupérisé, qui a aussi été l'objet, mais comme souvent ces grands quartiers populaires, d'une politique de positionnement, notamment l'ensemble de l'accueil des personnes étrangères confiées aux services sociaux dans le cadre de l'accueil des réfugiés, dans le cadre de l'accueil des demandeurs d'asile ou des migrants d'une manière générale, qui ont été donc logés progressivement, et les vagues migratoires successives à partir des années fin 80, 90 et jusqu'à aujourd'hui, trouvent leur destination sur ce quartier. Donc il était, lorsqu'est arrivé le projet NPNRU, alors il avait déjà été l'objet à peu près depuis le début de la politique de la ville, de tous les labels et toutes les étapes successives qui depuis les années 70, depuis les premiers projets de politique de la ville, jusqu'aujourd'hui au NPNRU 2. Mais le NPNRU et l'ANRU ont été des partenaires absolument majeurs dès l'origine, puisque c'est la première fois avec l'ANRU 1 que s'est posée la question de la transformation du quartier. D'abord de son acception intercommunale, puisque ce sont 3 quartiers populaires, les Aulnes à Maxéville, le Haut-du-Lièvre à Nancy et Champ-le-Bœuf à Laxou, qui en fait ne font qu'un en réalité, mais qui étaient sur 3 bancs communaux différents, donc ils n'avaient jamais eu de projet urbain cohérent à l'échelle de tout le plateau. Donc ça a été la première étape, déjà l'intégration intercommunale d'un quartier. Ensuite, un projet qui était à la fois un projet de démolition
de rénovation et de construction. Un peu plus de 1100 logements démolis, environ 3500-3600 logements réhabilités et de l'ordre de 2500 constructions neuves. Et dans la construction neuve, c'est une construction diversifiée, un parcours résidentiel diversifié. L'arrivée du logement locatif privé, l'arrivée de l'accession sociale et de l'accession à la propriété dans un environnement en transformation. Et dès l'ANRU 1, donc on va dire dès le milieu des années 2000, déjà une préoccupation écologique qui était affirmée, avec notamment la création sur le plateau d'un parc, d'un grand parc urbain d'environ une quinzaine d'hectares, un parc urbain qui devait avoir, qui a d'ailleurs in fine la même taille que, pour ceux qui connaissent un peu Nancy, le parc de la Pépinière qui jouxte la place Stanislas, qui devait donc être la reproduction, alors non pas la reproduction en termes de forme, mais la reproduction en termes de superficie de l'offre nature sur un quartier. Le constat, et moi je l'avais à l'époque, j'étais à l'époque président du département, j'avais beaucoup insisté pour que, dans le cadre de la contribution à l'époque du département, les enjeux de mixité éducative soient intégrés dès l'origine. Et je le dis d'autant plus que, ça y est, nous sommes maintenant dans la fin de ces transformations-là. Nous aurons d'ici, donc l'année prochaine, fermé les 2 collèges qui étaient sur le quartier. Un des collèges a été fermé il y a 4 ans maintenant. Alors, ils n'ont pas été fermés, ce n'est pas une fermeture nette, puisque 2 collèges ont été pour l'un et sont en cours de reconstruction pour l'autre. Le premier au pied du quartier, c'est-à-dire dans la ville, avec un objectif de scolarisation des enfants du quartier, des enfants des autres quartiers de Nancy, ensemble, puisque auparavant c'était un collège qui ne scolarisait que les enfants du quartier du Haut-du-Lièvre. Et l'autre collège va être construit, on va dire, sur un autre versant du quartier du plateau de Haye. Et il va lui aussi scolariser des enfants qui l'étaient auparavant sur le quartier avec des enfants d'autres quartiers. De nouveaux équipements sportifs, dont vous avez un des auteurs juste ici, puisque c'est Christophe Aubertin qui a réalisé un des gymnases qui jouxte un de ces collèges. Et c'est absolument essentiel, puisque pour la première fois, 2 collèges et un gymnase qui sont inscrits très très fortement dans la transition écologique. Le collège qui a déjà ouvert il y a 4 ans a été le premier collège à énergie passive de toute la région Grand Est. Et le prochain sera un collège à énergie positive. Donc des collèges bois, des collèges qui travaillent avec des matériaux et des ressources locales. Donc où on a un très haut standard en fait d'accueil, de qualité de vie, de qualité écologique, avec un objectif de mixité sociale qui ne se conquiert pas en un jour. Puisque la première année d'ouverture de ce collège, il y avait 80% d'élèves du quartier populaire, 20% d'élèves des autres quartiers. Aujourd'hui, à la 4e rentrée scolaire qui suit, on en est à 50% d'élèves du quartier populaire, 50% d'élèves qui viennent d'autres écoles. Un combat de longue haleine. Et ce qui veut dire que ces quartiers doivent être des quartiers de la ville, de la cité. Je me bats encore aujourd'hui avec les habitants, quand ils m'en parlent, ils me parlent d'aller à Nancy. Alors je leur dis toujours, mais vous êtes à Nancy. Ah oui, c'est vrai, on est à Nancy. Mon prédécesseur avait symboliquement, enfin mon anté-prédécesseur, André Rossineau, avait symboliquement supprimé le code postal spécifique, parce que Nancy c'est 54 000 et pendant très longtemps, le Haut-du-Lièvre c'est 54 100. C'était le seul code postal pour les habitants de Nancy, c'était 54 100, et on pouvait donc reconnaître au code postal le fait que vous habitiez sur ce quartier. Et donc, une étape a été franchie avec un code postal commun pour tous les habitants de la ville. Ce qui était une étape symbolique, mais nécessaire. L'ANRU 2, le NPNRU 2, c'est la poursuite. C'est maintenant, on s'attaque aux 2 barres principales, hein, le tilleul argenté et le cèdre bleu, enfin dans l'autre ordre. D'abord le cèdre bleu, puis le tilleul argenté, qui sont le symbole de cette architecture Zerfus, de ces plus grandes barres européennes. Alors, elles n'avaient pas été concernées par le premier programme de rénovation urbaine qui s'était occupé en fait de
plutôt de la construction d'un quartier, d'un nouveau quartier de l'autre côté de l'avenue structurante du territoire. Et maintenant, ça y est, on s'attaque à ces deux symboles majeurs dans l'imaginaire des Nancéens, des Lorrains. Tout le monde visualise, pour ceux qui connaissent le quartier, le territoire, tout le monde les visualise, même sans vraiment les connaître. La première va être percée en 3 endroits différents. Et la seconde, dans quelques années, elle sera transformée totalement avec la création pour la première et la seconde de balcons, une rénovation des logements très qualitative, alors, parce que vous avez aussi une vue magnifique. Donc les balcons au 16e étage de la tour vont, et d'ailleurs pendant très longtemps, les habitants du Haut-du-Lièvre ont payé une taxe d'habitation démentielle. Je le dis en passant parce qu'on leur faisait payer la taxe vue. Et pendant très longtemps, ça a été un combat avec les services fiscaux pendant très longtemps parce qu'il y avait cette dichotomie entre l'habitat et la nature de la qualification fiscale de leur logement qui était complètement délirante, mais c'était comme ça. Et donc, la création de balcons, la rénovation de logements pour créer isoler, créer des pièces de vie distinctes des chambres, rénover tous les sanitaires, enfin je vous passe tous les détails, c'est un travail vraiment titanesque qui va s'engager là, qui a donc fait l'objet de 2 plans de relogement aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que dans les 2 cas de figure, que ce soit l'ANRU 1 ou l'ANRU 2, ce sont des milliers d'habitants qui ont été relogés, pour certains temporairement, pour d'autres plus durablement, puisque au final il y a moins de logements à l'arrivée, de logements sociaux à l'arrivée qu'il n'y en avait au départ. C'est un objectif. Plus de création de logements sociaux ailleurs dans la ville et dans la métropole. Un interbailleur, je tiens à souligner, y compris pour les bailleurs non concernés par les démolitions qui se sont mobilisés pour accueillir des relogements issus des démolitions. C'était très important, donc une solidarité territoriale qui a joué, mais des habitants qui beaucoup réclament de revenir le plus vite possible. Et donc il y a aussi cet équilibre entre les habitants historiques et ceux qu'il faut faire venir dans d'autres parcours résidentiels pour assurer la transformation du quartier. Donc on en est aujourd'hui au point où les travaux vont démarrer. Là on est vraiment dans la préparation du chantier de façon très opérationnelle. D'ailleurs Anne-Claire était présente il y a quelques semaines sur Nancy pour venir justement le mesurer. Et je peux dire que le travail avec les architectes de ce point de vue-là est un enjeu absolument majeur. Alors, c'est Alexandre Chemetov qui est l'architecte urbaniste qui accompagne, qui a la maîtrise d'œuvre et qui accompagne donc la maîtrise d'ouvrage métropolitaine depuis l'origine, depuis le début des années 2000. Donc, il a, lui, joué évidemment un rôle déterminant, y compris dans l'accompagnement des habitants. Il y a eu, je ne peux plus vous compter, des dizaines, des centaines de réunions, de cartes sur table, de plans projetés, de déambulations, enfin, de tous les formats de l'accompagnement à la transformation urbaine ont été éprouvés d'une façon ou d'une autre depuis 20 ans sur le quartier du Plateau de Haye, avec une volonté très forte justement de la maîtrise d'œuvre urbaine et des architectes qui ont travaillé avec lui pour intégrer pleinement cet enjeu de la participation active des habitants. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Dernier mot pour vous dire que ce qui a aussi transformé le quartier, c'est le lien avec la ville. La création d'une ligne de site propre a été déterminante, elle aussi, pour amener ou faire partir les habitants. Ce qui est déterminant et ce qui sera déterminant demain, et ça c'est encore une étape qui reste à franchir, puisque nous sommes sur un plateau, mais nous sommes aussi aux portes, pour ne pas dire dans, le 3e massif forestier français par sa taille. Le massif de la forêt de Haye. On est sur le plateau de Haye. Donc la forêt est littéralement, le quartier est littéralement cerné par la forêt. Et la forêt fait partie de la vie du quartier. Il y a donc encore, et cette dernière étape, il faudra la franchir après peut-être pour l'ANRU 3, ma chère Anne-Claire, c'est-à-dire c'est assurer les liaisons forestières entre le plateau et la ville. Parce que la déambulation forestière est de ce point de vue-là un avantage majeur en termes de qualité de vie et transformation écologique de la cité, et l'environnement du quartier s'y prête admirablement.
Donc je crois que la rénovation urbaine, c'est vraiment le fruit d'un engagement politique, social, architectural extrêmement fort. Mais c'est surtout un ouvrage qu'il faut remettre chaque jour sur le métier, parce que nous n'en sommes pas au bout, et je crois qu'en fait nous n'en serons jamais au bout, parce que l'objectif est bien que de nouveaux habitants et de nouvelles transformations continuent à rythmer la ville dans toutes ses aspérités. Je voulais vous remercier parce que vous avez commencé en citant Bernard Zerfus et en parlant justement de la qualité patrimoniale des constructions existantes. C'est vrai que le patrimoine sur lequel l'ANRU intervient peut être ordinaire ou extraordinaire, et que le regard que l'on peut porter dessus comme une ressource pour réparer est extrêmement important. Ça me vient à vouloir vous faire un peu interagir sur la qualité des logements et comment on améliore la qualité des logements déjà existants dans un sens, notamment après le confinement où on a vu que les quartiers populaires avaient beaucoup souffert, que finalement le rôle des communs était extrêmement important, que le rôle d'avoir des appartements traversants, d'avoir un petit balcon, de pouvoir avoir des chambres, etc. devenait essentiel. Comment est-ce que vous, élus, mais également l'ANRU, se re-questionne sur cette qualité du logement en réhabilitation, mais également dans les logements neufs qui souvent sont délégués de manière totalement logique à des promoteurs privés? Comment est-ce que vous tenez en fait cette qualité et comment vous pouvez la tenir pour les constructions futures? Vous savez, c'est vraiment le cœur, pour le coup, notamment sur le tilleul argenté et le cèdre bleu, le cœur du sujet, c'est la qualité des logements. Ce sont des logements, pour en avoir vu un grand nombre au fil des années sur ce quartier, ce sont des logements qui, aujourd'hui, sont des logements collectifs au sens presque... le logement individuel est presque un logement collectif. Les espaces d'intimité sont extrêmement peu nombreux. La configuration des espaces nuits, par exemple, est totalement inadaptée aux usages d'aujourd'hui. Et alors, évidemment, le confinement et la crise sanitaire en a remis une couche, mais même avant et au-delà de la crise sanitaire, cette aspiration à la reconnaissance de l'intimité, de la qualité de vie, la place de la cuisine aussi comme un espace de vie et pas simplement comme un espace cloisonné, réservé à une partie de la famille, l'ouverture de la cuisine sur la partie de la vue, la salle à manger et balcon, ça ce sont des critères. Et pour les habitants, donc, il y a un logement témoin qui a été ouvert au dernier étage du tilleul argenté, pour permettre à chaque habitant de se projeter, d'imaginer. Et je peux vous assurer qu'au-delà de l'effet waouh du logement neuf, il y a surtout une transformation complète du regard que les gens vont porter sur leur propre logement. Puisque là, on leur donne accès à un logement qui valorise leur famille, leur état de citoyen, d'habitant. Puisque c'est un logement respectueux, voilà, tout simplement. Respectueux de ce qu'est le droit de vivre dans un logement décent, digne, propre, clair, ouvert, lumineux, avec des chambres effectivement pour chaque membre de la famille, des typologies donc différentes. Un travail sur les communs aussi, parce que les communs dans les grands ensembles, évidemment, c'est encore aujourd'hui un sujet, et jusqu'au dernier jour de l'évacuation du dernier logement avant la fermeture du cèdre bleu, la question des communs est une question absolument majeure parce qu'ils sont squattés, ils sont squattés de toutes les manières. Ce sont des lieux souvent anxiogènes pour les habitants où ils peuvent l'être. Donc la réhabilitation des communs, c'est aussi la réinsertion finalement d'espaces associatifs, d'espaces commerciaux et non plus de ces grandes entrées ouvertes un peu à tous les vents, mais qui respectent là aussi finalement le sentiment d'appartenance. Et puis peut-être un dernier mot, parce que dans le cadre de la discussion avec l'ANRU, dans le cadre de l'avenant, moi j'ai souhaité vraiment faire aussi la priorité à la culture. Puisque si je dis que c'est un quartier de la ville, c'est-à-dire que les habitants du quartier doivent pouvoir se sentir pleinement nancéens, ou grands nancéens, ou métropolitains, mais les autres habitants de la ville et de la métropole doivent aussi pouvoir s'y rendre comme ils se rendraient
dans un autre quartier. Donc nous allons y implanter et c'est ce que nous avons discuté, et je remercie l'ANRU de son accompagnement, parce que nous avons ajouté au plan de charge la création de la plus grande médiathèque du Grand Nancy sur ce quartier. Avec un espace extérieur, avec une ludothèque, voilà, enfin, avec le respect évidemment de l'ensemble des usages et des objectifs d'un équipement de service public qui sera donc à la fois pour les habitants un lieu ressource qui va remplacer la mini-médiathèque actuelle et qui sera aussi pour les habitants du territoire un lieu ressource, parce que ce sera le plus important fonds finalement culturel libre d'accès pour les habitants du Grand Nancy. Et donc ça fait aussi partie des enjeux de cette rénovation urbaine. Monsieur le maire de Lorient, sur la qualité du logement. Je veux rebondir, je l'ai dit à mes équipes à Lorient, nous avons un quartier qui va devenir un quartier d'habitat vraiment très qualitatif. On a une maison de santé qui arrive, on reconstruit de groupes scolaires, on a des équipements sportifs qu'on va complètement rénover. Mais je partage totalement l'idée que ce qui manque aujourd'hui dans le projet, et je l'ai dit à mes équipes pour qu'on y travaille, c'est l'équipement culturel qui donnera la valeur ajoutée aussi à cette rénovation urbaine, parce que ce n'est pas qu'une rénovation architecturale, malgré le fait que nous attendions beaucoup du travail des architectes, mais c'est bien un lieu de vie. Et ce lieu de vie doit aussi intégrer la dimension culturelle, et je partage totalement. Sur l'habitat, je partage aussi avec deux peut-être compléments. Je le dis aussi aux équipes de maîtrise d'œuvre, c'est la question de l'isolation phonique des appartements. Dans nos permanences d'élus, ce qui relève souvent des récriminations de l'habitat social, c'est le bruit du voisin, c'est le fait qu'on vive, effectivement, on a peu d'endroits finalement de vie, d'intimité, l'impression de vivre avec ses voisins. Alors ça a des avantages, mais ça a aussi quand même quelques inconvénients. Donc la question de l'isolation phonique, elle est fondamentale. Elle peut paraître anecdotique, elle est pour moi fondamentale. Et la question de l'évolutivité de l'habitat. Dans ce quartier aujourd'hui, les principaux freins, ce sont des gens qui habitent depuis 50 ans, depuis l'origine, dans ce quartier, personnes âgées qui y ont passé toute leur vie, qui habitent seuls de grands appartements, et qui nous disent moi je veux bien prendre un appartement plus petit demain, mais je vais mettre où mes meubles et comment je vais recevoir mes petits-enfants. C'est aussi quelque chose qui doit être intégré, à mon avis, dès le démarrage de l'opération de rénovation ou de construction. Comment est-ce qu'on peut faire évoluer la taille des appartements en tenant compte du fait qu'on a des parcours résidentiels qui sont souvent uniques. Les gens quittent assez peu leurs appartements, notamment dans l'habitat social. Mais comment on respecte aussi un parcours de vie, comment on respecte l'âge qui évolue et les enfants qui arrivent, les petits-enfants demain. Donc ça, c'est aussi quelque chose de très important. Je voulais également ajouter un dernier élément qui n'a rien à voir, mais ça me permettra de compléter le propos. On a aussi un gros projet de réseau de chaleur qui est très concret. La ville de Lorient travaille depuis longtemps sur les réseaux de chaleur bois. Et c'est quelque chose aussi de très important que nous apportons dans la rénovation urbaine de ce quartier, parce que c'est aussi la maîtrise des charges, qui est un élément évidemment très important pour nos habitants. Et donc l'un des points majeurs, des premiers que nous engageons, c'est la construction de cette chaufferie bois qui va permettre d'apporter de l'énergie à coût maîtrisé et pour le coup écologique à l'ensemble des habitants du quartier et même au-delà. Anne-Claire ? Peut-être deux mots et après je vais malheureusement devoir vous quitter, même si le débat est très intéressant, mais je dois présider une réunion de comité d'engagement à Pantin à 14h, donc la téléportation n'existant pas. Mais deux mots avant de vous quitter. Un mot pour parler peut-être du projet effectivement de Nancy qui, je pense, répond à beaucoup d'enjeux dont on a parlé aujourd'hui. On voit bien sur un patrimoine architectural effectivement remarquable avec cette œuvre de Zerfus qui était très majestueuse, mais en même temps qui ne correspondait pas à un usage quotidien du quartier parce qu'elle était beaucoup trop importante. Le choix qui a été fait par la ville et la métropole de Nancy, ça a été d'en conserver une partie, de la restructurer, parce que c'est même plus de la réhabilitation à ce stade, c'est de la restructuration de manière extrêmement qualitative. Et j'ai vu l'appartement témoin dont parlait monsieur le président maire à l'instant. Il répond à tout ce que vous avez indiqué, des balcons, du traversant, recréer des espaces de vie, l'isolation phonique dont monsieur le maire a parlé. Et on voit vraiment un projet très qualitatif. La nécessité quand même de faire des percées sur ces grandes barres parce qu'elles ne permettent pas le fonctionnement simple du quartier. Et c'était nécessaire de faire ces percées par de la déconstruction. Mais cette déconstruction, elle est faite avec le souci du réemploi, avec une maison du réemploi qui est
au pied des tours et qui permettra de réutiliser les lavabos, les baignoires, le chêne, l'ensemble des éléments qui ont été récupérés dans les bâtiments en déconstruction pour réhabiliter justement la partie des bars qui est préservée. Et je trouve qu'on a bien là l'illustration de ce que l'on peut faire collectivement et intelligemment tout en respectant un patrimoine remarquable qu'il faut préserver, mais en même temps le faisant évoluer à l'usage des habitants et aux besoins des habitants et en répondant aussi aux aspirations d'aujourd'hui, notamment d'avoir des espaces extérieurs et donc des balcons qui sont rajoutés par rapport à ce patrimoine initial. Et je trouve que c'est particulièrement intéressant et au-delà, beaucoup de choses qui ont été faites et dites sur la partie nature en ville avec des jardins partagés juste au pied des immeubles et qui permettent de favoriser cette reconnexion aussi entre l'urbain et la nature. Et donc je trouve que c'est assez intéressant, vu que j'ai effectivement eu la chance de voir le quartier récemment, je pourrais en parler plus longuement, mais nous n'avons pas beaucoup de temps. En tous les cas, je voulais souligner ce point qui, à mon sens, illustre bien ce que l'on essaye de faire à l'ANRU. On a du patrimoine remarquable qu'il faut préserver et on le préserve dans beaucoup de quartiers. Voilà, moi j'ai travaillé, vous le savez, en Seine-Saint-Denis. Quand vous voyez les courtilières à Pantin, je crois que tout le monde peut être extrêmement satisfait de la façon dont on a réussi à rénover cette œuvre d'Émile Aillaud tout en redonnant un confort d'usage pour les habitants, parce que c'est ça aussi auquel il faut penser. Et puis parfois, on est obligé de déconstruire certains bâtiments pour des raisons de dysfonctionnement urbain ou de mauvaise qualité du bâti. Mais on reconstruit des bâtiments particulièrement ambitieux. Un deuxième point sur lequel je voulais revenir par rapport à cette qualité d'habiter dont vous parlez, avec un chiffre qui, je pense, illustre l'évolution très forte qui a été faite par l'ANRU entre le premier programme et le deuxième programme et qui montre que c'est bien cette fertilisation croisée, cet échange permanent qui nous permet aussi d'adapter nos programmes et la façon dont nous venons en appui au projet des collectivités. Dans le premier programme, nous avons beaucoup réhabilité. Nous avons réhabilité dans le PNRU 408 000 logements. Nous avons financé en réhabilitation 408 000 logements. C'est beaucoup. Mais ces réhabilitations étaient majoritairement des petites réhabilitations, pas des restructurations, où on intervenait sur des coûts au logement extrêmement minimes. Et pour donner un chiffre, la part des réhabilitations lourdes, c'est-à-dire à plus de 30 000 € par logement, était de 2,4 %. Dans le nouveau programme, la part des réhabilitations de plus de 30 000 au logement, et encore, ce n'est pas les plus lourdes, on va sur des réhabilitations parfois, sur des IGH, à Lorient par exemple, mais je ne dirais pas monsieur le maire pour vous particulièrement, mais on va prendre Rennes pour ne pas vous mettre en l'embarras, mais sur des IGH particulièrement ambitieux avec des restructurations qui, comme vient de le dire le maire de Nancy, prennent en compte non seulement l'isolation thermique, mais aussi la restructuration interne du logement, l'ajout d'espaces extérieurs et le fait de retrouver une qualité d'habiter. On est sur plus de 72% des réhabilitations que nous finançons aujourd'hui qui sont à 30 000 € au logement. Et au-delà de ça, nous accompagnons sur des restructurations qui nécessitent là du relogement parce qu'on ne peut pas faire en milieu occupé, des immeubles sur lesquels on est à quasiment 110 000 € au logement ou plus. L'ANRU ne va pas forcément accompagner jusqu'à ce niveau-là, mais vous pouvez prendre par exemple l'immeuble qui vient d'être livré dans le quartier Maurepas à Rennes, qui est particulièrement ambitieux, une tour IGH qui a été intégralement réhabilitée. On aura la même chose à Ivry-sur-Seine et à Vitry très prochainement. On a aussi d'autres projets sur lesquels nous interviendrons de manière extrêmement qualitative. On a aussi vu, là, en comité d'engagement, il y a très récemment le quartier de l'Abreuvoir, Émile Aillaud, là encore, en Seine-Saint-Denis, à Bobigny, avec un très beau projet de réhabilitation. Et on est maintenant, l'ANRU a fait le choix d'accompagner moins de réhabilitation, donc on sera qu'à 150 000 logements réhabilités, mais des restructurations vraiment très qualitatives, lourdes, qui permettent de faire repartir le bâti pour 40 et 50 ans. Et c'est bien ça aussi notre contribution à cet enjeu de la résilience et de la réflexion sur l'évolutivité dont vous parliez des bâtiments pour demain. Aujourd'hui, nous accompagnons des collectivités par rapport à des restructurations qui vont durer 40 à 50 ans parce que notre responsabilité collective, c'est d'économiser effectivement les matériaux, d'être dans la sobriété et que lorsque nous intervenons de manière structurante, durable. Et c'est bien la marque de fabrique du NPNRU qui correspond vraiment à cette évolution. Et nous verrons peut-être sur la suite s'il y a d'autres programmes de renouvellement urbain. En tous les cas, merci beaucoup pour cet échange et je suis désolée, je vais devoir vous quitter un peu rapidement, mais merci beaucoup. Mais de toute façon, on va clore l'échange là. On vous remercie beaucoup tous les trois. On a un cocktail pour vous, messieurs les élus, pour que vous puissiez peut-être répondre à 2-3 questions. Je voulais vous remercier beaucoup et vous dire que pour nous, l'ANRU est important dans cette question de la réparation de la ville. L'exemplarité de ce qui se fait chez vous peut aussi être un exemple pour tous les copropriétaires et pour donner envie de faire à l'échelle des quartiers et des îlots et non plus qu'à l'échelle de la parcelle où aujourd'hui c'est très compliqué d'agir
Et donc, il faut faire infuser ces bonnes pratiques que vous mettez en œuvre. Et on espère pouvoir vous accompagner dans ce chemin. Et on vous remercie tous les trois beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.